ne figure pas dans le programme. Mais moi, je l'enseigne à chaque fois parce que je pense que c'est extrêmement important. Parce que c'est des drogues que vous allez avoir à manipuler, j'allais dire, chaque jour aux urgences, chaque jour en réanimation. Et il faut savoir manipuler ce genre de produits, n'est-ce pas? Alors, quand on utilise une drogue cardio-vasoactive, je dis cardio-vasoactive parce qu'il y a les cardioactifs, les vasoactifs, les inodilatateurs, les inos, etc. Donc voilà, on verra ça au fur et à mesure. C'est pour corriger une hypotension artérielle, c'est pour restaurer une pression de perfusion des différents organes. En gros, c'est pour traiter les états de choc, traiter les hypotensions, et c'est des choses qu'on a à faire chaque jour, voire même plusieurs fois par jour. Alors voici les cardiovasopresseurs disponibles et qui peuvent être utilisés. Alors, dans ces drogues, je vais vous demander d'oublier la dopamine. La dopamine, on ne l'achète d'ailleurs plus. Moi, quand j'étais président du comité de médicaments à Vicenne, j'avais enlevé la dopamine de l'arsenal thérapeutique pour que les gens ne l'utilisent plus comme ils l'utilisaient avant, à mauvais escient. Donc, je vous demanderai d'oublier la dopamine et de retenir les autres. Éphédrine, néosinéphrine. La néosinéphrine, c'est la phényléphrine. Elle est commercialisée au Maroc depuis cette année. L'adrénaline, la dobutamine et la noradrénaline. L'éphédrine, vous avez vu l'éphédrine. L'éphédrine, c'est le vasopresseur de base. C'est le vasopresseur qu'on utilise largue à main nue au bloc opératoire. À chaque fois qu'il y a une hypotension, l'équivalent de l'éphédrine en communautaire, dans les pharmacies, c'est les Fortil. Hein. C'est un double Fortil qu'on prend par goutte. En tout cas, c'est un alpha-adrénergique. C'est un vasopresseur. Alors l'éphédrine, qui est le produit de base au bloc opératoire, le produit de base aux urgences, c'est avec ça qu'on traite les hypotensions, on va dire passagères, fugaces, c'est ne dure pas. Hein. Eh bien, ça a un effet alpha-adrénergique prédominant. Et quand on dit alpha-adrénergique, ça veut dire que ça serre les vaisseaux, donc un effet vasoconstricteur, et c'est un effet indirect. C'est-à-dire que ça n'agit pas l'éphédrine n'agit pas par elle-même, mais elle agit en libérant de la noradrénaline dans les terminations sympathiques périphériques. Donc c'est la néosinéphrine, qui est la phényléphrine, le nom de spécialité, c'est la néosinéphrine a toujours existé pour usage ophtalmologique, mais par voie intraveineuse. On vient de l'avoir au Maroc cette année, alors que c'est un produit qui est très ancien. C'est un agoniste alpha-adrénergique pur, c'est-à-dire que ça n'a pas d'effet bêta-adrénergique. Donc c'est un vasopresseur pur, à action directe. Donc ce n'est pas à action indirecte comme l'éphédrine. Son intérêt, c'est que justement, c'est un alpha-adrénergique sélectif, pur. Ça donne donc une vasoconstriction artérielle veineuse, mais ça peut faire baisser la fréquence cardiaque par le baroréflexe. Vous connaissez le baroréflexe? Quand la tension artérielle monte, la fréquence cardiaque baisse, et vice-versa. Et donc c'est très intéressant chez, par exemple, les coronariens, chez les insuffisants cardiaques qui n'ont pas intérêt à ce que leur fréquence cardiaque s'élève. Ce qui est le cas avec l'éphédrine, ce qui est le cas avec, par exemple, l'adrénaline. Durée d'action 2 minutes, et ça s'utilise aussi par bolus de 20 à 150 microgrammes, exactement comme l'éphédrine. Mêmes indications que l'éphédrine, intérêt chez le coronarien, parce que ce n'est pas tachykardisant, c'est plutôt bradycardisant. Alors la dopamine, je vous ai demandé d'oublier. La dopamine, c'est un produit qu'on a utilisé pendant très longtemps, c'était le traitement de base du choc septique. Et on l'utilisait aussi pour ses vertus soi-disant diurétiques, parce que ça fait uriner. Mais on s'est rendu compte petit à petit que cet effet diurétique ou cet effet protecteur rénal n'en était pas un, et que les gens à qui on utilisait la dopamine dans ce but mouraient plus que les autres. Donc c'est pour cela que dans cette indication, il y a encore des gens qui le font à tort. Agonistes dopaminergiques et bêta-adrénergiques, bref, je passe dessus parce que je vous ai dit de l'oublier, donc c'est pas la peine que je vous en parle. La noradrénaline, ça c'est le vasopresseur de base dans tous les états de choc distributifs. C'est avec ça qu'on traite les chocs distributifs, essentiellement le choc septique. Mais aussi dans le choc hypovolimique, vous savez, dans le choc hypovolimique, vous remplissez. Après 10 minutes, un quart d'heure, ça ne marche pas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un peu de noradrénaline, même si le choc est hypovolimique. Surtout s'il s'agit de quelqu'un qui peut ne pas faire les frais d'une hypotension artérielle qui a duré.
au risque de faire un accident vasculaire cérébral, ou l'insuffisance coronaire. Donc c'est des produits qu'on utilise de façon très large. Agoniste alpha-adrénergique puissant, effet bêta-adrénergique moins prononcé. C'est pour cela que ça baisse plutôt la fréquence cardiaque par le baroréflexe, exactement comme la phényléphrine. Effet vasoconstricteur prédominant. Et donc ça augmente la résistance vasculaire systémique, la tension artérielle, l'index du travail systémique, les doses 0,2 à 3 microgrammes par kilo et par minute. Et bien sûr, c'est un produit qu'on va utiliser selon le principe de la titration. Donc on démarre à 0,2 ou à 0,3 et on monte. Et selon le calcul que j'ai fait avec vous la dernière fois. Ça, il faudrait que vous appreniez à le faire. Vous vous en souvenez? Hein? Vous voulez que je fasse encore un calcul avec vous? Très bien. Je veux mettre de la noradrénaline chez quelqu'un qui a un choc septique. J'ai mon artère sanglante. Je démarre, mettons, à 0,3. C'est un choix. Je peux démarrer à 0,2. Mais moi, je démarre à 0,3. Je sais qu'à 0,2, ça ne marchera pas. Je le dis par expérience. Donc, je démarre à 0,3. 0,3 microgrammes par kilo et par minute. 70 kilos. 0,3, 70. 3 fois 7, 21. Ça fait 21 microgrammes. Multiplié par 60. 60, c'est-à-dire 60 minutes. 21 fois 60, ça fait combien? 21 fois 60. Hein? Très bien, 1260 microgrammes. Ça veut dire 1 milligramme. Allez, pour arrondir, on va dire 1,5 milligramme. 1,5 milligramme. Donc je dois passer 1,5 milligramme par heure. Je prends, on va dire 5 ampoules de noradrénaline qui font chacune 4 mg. 5 fois 4, c'est 20 mg. Donc je prends les 4 ampoules, je les mets dans une seringue de 50 ml. Donc j'ai 20 mg d'adrénaline dans 50 ml et je la branche sur un pouce-seringue. Et je dois déterminer, parce que sur le pouce-seringue, on détermine le débit en millilitres par heure. Combien est-ce que je dois passer de millilitres par heure? On dit 20 mg et j'ai besoin d'1,5 mg par heure. Donc les 20 mg doivent passer en 15 heures. Je me trompe ou pas? 20 mg, 1,5 mg par heure. 1 mg par heure, ça fait 20 heures. 2 mg par heure, ça fait 10 heures. 1,5 mg, ça fait 15 heures. Donc les 50 millilitres doivent passer en 15 heures. 50 millilitres en 15 heures, ça fait combien de millilitres par heure? Ça fait 50 divisé par 15. 50 divisé par 15, 45, 3, ça fait à peu près 3,2 millilitres. Mettons 3 pour arrondir. Ça va être 3 millilitres par heure. Très bien. La titration, c'est quoi? Je démarre à 3 millilitres par heure. 5 minutes après, ma tension artérielle ne bouge pas. Je monte à 4 millilitres par heure. Et puis après, je monte à 5 millilitres, à 6 millilitres, à 7 millilitres. Je monte. Pour arriver à 3 microgrammes par kilo et par minute, ça veut dire que ça peut être du 15 millilitres par heure ou plus. Et une fois que j'ai le but escompté, c'est-à-dire ma tension artérielle qui s'arrange, je reste comme ça. Bien sûr, après, dans le choc septique, il va falloir obtenir redescendre. On ne peut pas redescendre tout de suite. On redescend généralement après 24 heures, 48 heures, parce que le choc septique, ça dure. Donc si le malade se stabilise pendant 2-3 jours avec cette dose, je vais commencer à baisser petit à petit. Sauf que quand on baisse, on le fait de façon beaucoup plus progressive que quand on monte. On peut monter très vite, mais il ne faut pas espérer descendre très vite. On le fait avec des paliers de 2 heures, 3 heures. D'accord? C'est comme ça qu'on doit faire pour toutes les drogues dites de réanimation. C'est la titration. Indication choc avec vasoplégie prédominante. Donc le choc septique, c'est l'indication idéale de la noradrénaline. Si dysfonction myocardique, nécessité d'association avec la dopamine, je vous ai dit que dans le choc septique, on commence par la noradrénaline, mais si ça ne marche pas ou si ça marche très peu, on se dit tiens, il y a peut-être
une atteinte myocardique. Et comme la noradrénaline n'a pas d'effet tonicardiaque, ou très peu, eh ben on ajoute de la dobutamine pour traiter le cardiaque. D'accord? Choc septique, mais aussi section de la moelle cervicale, mais aussi intoxication à un vasodilatateur. À chaque fois que le choc est un choc vasculaire, est un choc distributif, la noradrénaline, il n'y a pas mieux. L'adrénaline, ça c'est la drogue passe-partout, c'est-à-dire que c'est la drogue qu'on utilise un peu dans 60 000 indications. C'est un puissant agoniste alpha 1 et alpha 2, bêta 1 et bêta 2 adrénergiques, voilà, c'est du tout-terrain, ça agit sur tous les récepteurs. Effet inotrope positif, chronotrope positif, dromotrope positif et vasoconstricteur marqué. C'est la drogue, voilà, justement passe-partout. C'est le traitement de choix de la systolie. Je vous ai parlé de l'arrêt cardiaque la dernière fois, je vous ai dit qu'on défibrille, mais on défibrille les gens qui ont une fibrillation ventriculaire. Quand on est en asystolie, il n'y a rien à défibriller du tout. C'est l'adrénaline, 1 à 3 mg, voilà, toutes les 3 minutes. C'est le traitement de choix du choc anaphylactique. Le choc anaphylactique égale l'adrénaline. Si vous ne retenez que ça, vous traiterez tous les chocs anaphylactiques avec succès. Choc anaphylactique égale adrénaline. Pourquoi? Parce que c'est vasopresseur, parce que c'est bronchodilatateur, et vous savez que dans le choc anaphylactique, on peut avoir une bronchoconstriction. Et puis vous avez les autres indications. Dans le choc anaphylactique, je vous ai dit comment est-ce qu'on le fait, 0,1 à 0,2 mg, donc on dilue une ampoule de 1 mg dans 10 et on passe cc par cc. Autre indication, choc septique avec dysfonction cardiaque associée. Vous n'avez pas de noradrénaline, vous n'avez pas de dobutamine, et bien si vous mettez l'adrénaline d'emblée, c'est ce que moi j'ai fait à partir du début des années 90, parce qu'avant on traitait avec la dopamine, après je suis passé à l'adrénaline, et comme on n'avait pas la noradrénaline, j'ai pendant longtemps utilisé de l'adrénaline, et ça marche tout aussi bien, parce que l'adrénaline, ça remplace en quelque sorte et la noradrénaline pour ses effets vasoconstricteurs, et la dobutamine pour ses effets tonicardiaques. Donc choc septique avec dysfonction cardiaque associée, toutes les hypotensions sévères. Vous avez quelqu'un qui est aux urgences pour un état de choc quel qu'il soit. Eh bien, vous remplissez, vous faites tout ce que vous pouvez, ça ne marche pas. Eh bien, mettez de l'adrénaline. N'hésitez pas à mettre de l'adrénaline ou peut-être la noradrénaline. D'accord? Asthme aigu grave. Vous n'avez pas de salbutamol pour nébuliser un asthme grave, eh bien, mettez de l'adrénaline en nébulisation, parce que c'est un effet bêta-2 adrénergique, n'est-ce pas? Asthme grave en nébulisation ou en intraveineux. Vous voulez traiter un asthme grave par voie intraveineuse, n'est-ce pas? Mais le malade est en hypotension artérielle. Ça arrive. Il arrive que dans un asthme grave, on soit en hypotension artérielle. Si vous mettez du salbutamol, qu'est-ce qui risque d'arriver en intraveineux? Le salbutamol, c'est quoi? C'est un bêta adrénergique. Donc, tachycardie, mais sur les vaisseaux, qu'est-ce que ça donne? La vasodilatation. Donc, si vous mettez du salbutamol à la seringue électrique chez quelqu'un qui a un bronchospasme, mais aussi une hypotension artérielle, vous allez faire baisser la tension davantage. Donc, tous les asthmes graves en hypotension artérielle, on les traite avec de l'adrénaline, pas avec du salbutamol. Et l'adrénaline à dose bêta-adrénergique. Alors, pour l'adrénaline, quand on est à moins de 0,1 microgramme par kilo et par minute, on n'a que des effets bêta. Au-delà de 0,1 microgramme par kilo et par minute, nous avons des effets alpha. Donc, si vous voulez traiter un asthme grave avec de l'adrénaline parce qu'il y a une hypotension, vous allez utiliser une dose supérieure à 0,1 microgramme par kilo et par minute. Retenez ces doses. Dobutamine. Dobutamine, c'est une catécholamine de synthèse à action directe. Donc, ça agit directement sur le cœur. Ça n'a pas besoin de passer par quoi que ce soit. Un effet bêta 1 prédominant, un effet bêta 2 moins marqué. Donc, c'est un vasodilatateur, mais petit vasodilatateur. C'est pour ça qu'on l'appelle inodilatateur, à l'inverse de la noradrénaline qui est un inoconstricteur. Effet inotrope positif et vasodilatateur faible, donc c'est bon pour le cœur, n'est-ce pas? Quand on est tonicardiaque dans un choc cardiogénique et qu'on est aussi un peu vasodilatateur, c'est mieux que quand on est vasoconstricteur. Donc indication choc cardiogénique 5 à 20 microgrammes par kilo par minute. La dernière fois je vous ai dit 15, vous pouvez aller jusqu'à 20, c'est pas grave, on n'est pas à 5 microgrammes près. Alors voici donc un comparatif, noradrénaline, la dose, performance myocardique, elle existe mais elle est faible, fréquence cardiaque moins à plus, ça veut dire que ça peut faire baisser la fréquence cardiaque, vasoconstricteur important, vasodilatation 0, voilà, vous avez un comparatif des effets
de la noradrénaline, de l'adrénaline, de la néosyléphrine, etc. Alors ça, vous l'avez, vous avez tous les cours, vous les avez. Ça veut dire que vous allez avoir le temps d'aller voir tout ça dans le détail. Eh bien, si vous lisez ce tableau, vous retrouvez ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, sans aucun problème. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez, comme on a un peu de temps, moi je peux prendre des questions si ça vous dit, puisqu'on ne va pas se revoir après. Donc dites-moi ce que... Oui. C'est immédiat. Enfin, immédiat. C'est rapide en tout cas. Alors, envenimation scorpionique, morsure de vipère, comme il est, je parle surtout de la morsure des vipères, comme il est difficile d'avoir accès, parce que ça se passe à la campagne, d'avoir accès à un sérum antivipérin, le traitement reste un traitement symptomatique. Moi, j'ai eu à soigner pas mal de morsures de vipères qui nous venaient de Westzaan. Je ne sais pas pourquoi, mais Westzaan, c'est un très grand foyer de morsures de vipères. Ben, on les a tous tirés d'affaire avec un traitement symptomatique. Il y en a qui sont restés longtemps à l'hôpital parce que comme ils font de la rhabdomyolyse, eh ben, ils ont des membres comme ça. Alors, on est obligé des fois de faire des aponévrotomies de décharge. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Parce que quand on fait une rhabdomyolyse, on fait ce qu'on appelle un syndrome d'éloge. On comprime ses muscles, et ça dure longtemps. Mais ça finit par s'arranger. Des thrombopénies sévères, il y en a qui font un choc cardiogénique qu'on traite avec la dopamine, etc. Mais vous voyez que finalement, ça n'est qu'un traitement symptomatique. Et plus tôt c'est fait, et mieux c'est. Ceux qui meurent, ce sont ceux qui restent là où, etc., et qui n'ont pas accès à un hôpital, ou alors s'ils ont un accès à un hôpital, ils trouvent des gens qui ne savent pas les soigner. Et à force d'accès sur le sérum antiscorpionique, on oublie l'essentiel, on oublie l'important. Le sérum antiscorpionique, je vous le dis, je vous le redis, ça ne sert à rien. Et on pense même que le sérum antiscorpionique a beaucoup plus tué de malades qu'il n'en a sauvé. Ou que les morsures elles-mêmes, enfin que les piqûres de scorpions ont provoqué comme décès. Donc il faut l'oublier, il ne faut pas se laisser aller à des sirènes anti-scientifiques, anti-médicales, etc. Donc traitement symptomatique, traitement du choc cardiogénique, traitement de l'œdème du poumon, traitement des convulsions, voilà. Autre chose? Vous pouvez parler, hein? Très faux, je ne vais pas vous couper la tête. En cas d'arrêt cardio-respiratoire, on a parlé en cas d'échec de la possibilité de l'adrénaline. L'adrénaline, on l'injecte toujours. Mais en cas d'échec. Quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, on lui donne de l'adrénaline tout le temps. Je voulais savoir sur l'intérêt de parce que l'adrénaline, ça ne sert pas seulement à faire repartir le cœur éventuellement. Ça agit comme vasoconstricteur. Et comme vasoconstricteur, eh ben, ça permet au vaisseau de se comprimer, surtout les veines, pour qu'il y ait un retour veineux. Donc, on donne toujours de l'adrénaline. Sauf dans, bien sûr, hier on m'a posé une question, les arrêts cardiaques dans un terrain de foot, par exemple. Le joueur qui tombe et qui fait un arrêt cardiaque éphémère, qui est généralement dû à un trouble du rythme. Celui-là, si on le défibrille tout de suite, il n'aura ni intubation, ni ventilation, ni réanimation, ni adrénaline, ni quoi que ce soit. C'est l'arrêt cardiaque rêvé. Et le malade peut repartir sur ses pieds tout de suite. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Ou ça se passe plutôt rarement comme ça. La question? Et l'intérêt de l'amiodarone? L'amiodarone, c'est pour traiter un trouble du rythme accessible à l'amiodarone, c'est-à-dire une tachycardie ventriculaire. Quelqu'un fait un arrêt circulatoire. C'est pour ça que je ne parle pas d'arrêt cardiaque, je parle d'arrêt circulatoire. Quelqu'un qui fait une tachycardie ventriculaire peut ne pas faire d'arrêt du tout, peut ne pas faire de collapsus, parce qu'il y a des tachycardies ventriculaires très bien supportées. Il y a des tachycardies ventriculaires mal supportées. Ça dépend de la fréquence. Une tachycardie ventriculaire à 150, c'est très bien supporté. Celle-là, on va mettre de l'amiodarone, on va ni masser, ni faire quoi que ce soit. Le malade n'est pas en arrêt circulatoire. Une tachycardie ventriculaire très mal supportée, confinant à l'arrêt circulatoire, eh bien, si on en fait le diagnostic sur un ECG, c'est pour cela que le monitorage électrocardioscopique est capital dans l'animation d'un arrêt cardiaque, n'est-ce pas? On l'a massé parce qu'il
fallait qu'on le fasse, parce qu'on a considéré que le malade est en arrêt circulatoire. Et puis, dès qu'on branche le scope, on trouve une tachycardie ventriculaire. Eh bien, on va traiter la tachycardie ventriculaire. Si on a le défibrillateur, ça traite la tachycardie ventriculaire. En attendant le défibrillateur, si on a de l'amiodarone, mais ça m'étonnerait qu'on n'ait pas de défibrillateur et qu'on ait de l'amiodarone dans une rue. Mais je me mets dans le cas où c'est à l'hôpital ou c'est au bloc opératoire, eh ben, je vais mettre l'amiodarone. Aux doses que je vous ai dites, c'est-à-dire une ampoule de 300 mg, en intraveineux direct, et puis après une perfusion, avec là aussi de la titration. Vous pouvez ne pas retenir les doses de façon précise, mais retenez quand même le principe de la titration. C'est capital. La drogue idéale en réanimation, c'est celle qui a un délai d'action très court, qui peut agir immédiatement, et qui a une durée d'action très courte. Moyennant quoi, eh ben on peut l'utiliser de façon continue à la seringue électrique, de façon à ce que, dès qu'on arrête, parce que la durée d'action est courte, dès qu'on arrête, eh ben l'effet disparaît. Ça, c'est la drogue rêvée. D'autres questions? Oui? En matière d'œdème cérébral, oui? quelles sont les contre-indications de la perfusion magnétique? Les contre-indications? Ah ben, il n'y a pas de contre-indication. Quand on traite un œdème cérébral, on va donner du mannitol. Pourquoi ça serait contre-indiqué? C'est comme quand on me dit quelles sont les contre-indications de l'adrénaline. Pour ce genre de produit, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a que des indications. C'est un petit. Je traite un œdème cérébral, je donne du mannitol. Hein? Mais on s'en fout. L'œdème cérébral, qui est responsable d'une hypertension intracrânienne avec un risque d'engagement, ben ça prime surtout. Ça prime surtout. Bien sûr, on va donner du mannitol, et puis il y a un hématome, il faut aller l'évacuer, bien entendu. Mais si le malade est en train d'engager, un malade qui est en train d'engager, c'est quoi? C'est un malade dont le cerveau est en danger de mort immédiat. Et pas seulement le cerveau, parce que si l'engagement se fait plus bas, c'est un danger de mort, tout court, immédiat. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on donne un vasopresseur, parce que quand on engage en axial, on est en hypotension artérielle. Donc on donne un vasopresseur, noradrénaline, parce qu'il faut rétablir la tension tout de suite. Et comme les composantes ou les déterminants de la pression cérébrale, c'est la pression intracrânienne et la pression artérielle, eh ben on doit diminuer de façon impérative la pression intracrânienne. La seule façon de le faire, c'est de donner du mannitol. Bien sûr, après, la cause de l'hypertension intracrânienne, il va falloir la soigner après, parce que si on fait tout ça et que l'hématome est toujours là, donc je dis que dans ce genre de situation, il n'y a pas de contre-indication à quoi que ce soit. Comme il n'y a pas de contre-indication au massage cardiaque, en sachant qu'en faisant un massage cardiaque, on peut créer des lésions. Mais on s'en fout. Il s'agit d'abord de sauver un malade. S'il y a une hypertension intracrânienne, on donne du mannitol, quelle que soit l'étiologie. Donc il ne faut pas réfléchir. C'est un petit. Je traite une hypertension intracrânienne qui fait courir un risque d'engagement. Et quand on dit hypertension intracrânienne, le malade est déjà en train d'engager. Il n'engage peut-être pas en axial, mais il engage sous la faute du cerveau, il engage sous la tente du cervelet. Donc on ne se pose pas de questions. Parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah, le malade, il a un état de choc septique, je lui donne de la noradrénaline, et s'il a une insuffisance coronaire ?» Parce que quand on donne un vasopresseur chez quelqu'un qui a un infarctus du myocarde, eh ben, je vous ai dit d'ailleurs, même dans le choc cardiogénique de l'infarctus du myocarde, on donne de la noradrénaline. Parce que qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est la tension artérielle qu'il faut absolument rétablir pour que le cœur soit perfusé? Ou est-ce que c'est le risque éventuel d'une augmentation, enfin le risque sûr d'une augmentation de la consommation d'oxygène du myocarde qui va peut-être aggraver la lésion myocardique? Ce qui prime, c'est de rétablir la tension artérielle. L'objectif premier, c'est de rétablir une pression artérielle, en cas d'hypotension artérielle. En cas d'hypertension intracrânienne, l'objectif premier, c'est aussi
de faire baisser la pression intracrânienne. Et si en plus il y a une hypotension artérielle, parce que souvent dans l'engagement il y a une hypotension artérielle, eh bien, il faudrait la faire monter. Quelles que soient les conséquences que cela peut avoir en parallèle. Les dommages collatéraux, on les oublie, on s'en fiche.